Mesdames et messieurs, bonsoir. Cette semaine, dans le cadre de l'émission Zoom Appalaches, on parle agriculture, peut-être un petit peu particulière. On parle-tu d'agriculture? Bonjour, Monsieur Clich. Bonjour, bonjour. On parle-tu d'agriculture quand on parle de forêt? Bien, on va parler de sylviculture. Sylviculture, oui. C'est une forme d'agriculture, c'est la culture de la forêt, c'est la culture des arbres. Il me semble que, tu sais, ça fait un peu drôle de parler de la culture des arbres quand on sait le temps que ça prend un arbre pour pousser. Bien, ça prend une génération. C'est un grand jardin qui prend une génération à cultiver, tandis que l'agriculture, à chaque année, il récolte. Nous, ça prend souvent une génération. Ça prend de la patience, hein? Oui. Alors, on a 3 thèmes, dans le fond, qu'on veut aborder. Donc, l'organisation, qui est l'Association des propriétaires de boisés de la Beauce, dont tu es le président. Oui. Et ensuite, on va parler de l'activité économique autour de la sylviculture et de la relève. Alors, si on commence par l'organisation, l'Association des propriétaires des boisés de la Beauce. Là, j'ai le rapport annuel ici. Qu'est-ce que c'est, cette organisation-là? Bien, c'est une organisation de propriétaires qui est à but non lucratif. On représente 11 000 propriétaires. La forêt privée, c'est sur le territoire du plan conjoint, là, c'est 11 000 propriétaires. On couvre à peu près 70 du territoire qui est de la forêt privée, là, en Chaudière-Appalaches. C'est ça que tu disais tantôt, là, que la Chaudière-Appalaches, c'était le secteur où il y avait le plus de forêts privées au Québec. Moi, je l'appelle le royaume de la forêt privée. C'est le royaume de la PME, mais c'est aussi le royaume de la forêt privée parce qu'il n'y a à peu près pas de forêt publique ici en Beauce. OK. Là, quand on parle du territoire du plan conjoint, là, on parle, dans le fond, là, d'une partie de la MRC des Appalaches, de la MRC Beauce-Sartigan, Etchemin, Robert-Clich, Bellechasse. Donc, c'est la majeure partie, là, dans le fond, de la... Bien, c'est la Grande Beauce élargie. Là. OK. C'est 9 MRC. En fait, c'est 62 municipalités. Si on les compterait tout, là, c'est 62 municipalités puis 9 MRC. On a 7 complètes et 2 partielles, là, dont oui, les c'est Appalaches. Ça, les Appalaches, on est à moitié, là. On est à moitié dans votre gang, oui. C'est ça. OK. Ça fait que c'est ça. Ça fait que c'est une organisation qui a deux volets. Un volet de mise en marché qui est le plan conjoint. En 62, les propriétaires, ils se sont mis ensemble pour faire de la mise en marché collective parce que c'était pas facile de faire face à la forêt publique puis puis d'avoir un prix décent pour le bois. Ça fait puis l'agriculture a suivi par après avec différentes mises en marché collectives. Oh, fait que, tu sais, quand on parle de mise en marché puis de regroupement, les premiers ou dans les premiers, c'est les producteurs... Oui, ça allait commencer en forêt. Les premiers plans conjoints au Québec ont commencé, la plupart au Québec, là, avec la forêt. Puis dans ce temps-là, ben, si on regarde les vieilles émissions, ben, on voyait les producteurs agricoles, dans le temps d'hiver, à l'automne, ils partaient au chantier. Puis après ça, l'hiver, souvent, c'était une source de revenus importante pour garder la ferme parce que les revenus de lait, les revenus de tous les autres agricoles n'étaient pas suffisants. Puis ça prenait la forêt pour subvenir à la famille. Ça fait partie, c'est une partie importante de notre histoire, là, à monter au chantier l'hiver, là. Mais ça, c'était pour des grandes papetières. Ben, c'est les grandes papetières, puis on peut faire un lien avec les 100 ans d'histoire de la pitoune, parce qu'on a terminé... Là, on parle pas du manège à ronde, là. Hein, non, la pitoune, le bois de pâte, le bois de 4 pieds, ce que vous avez vu là, dans les ancêtres, le bois qui flottait ses rivières, tout ça, le 4 pieds là, qui alimentait les papetières, on appelle ça, dans le jargon forestier, la pitoune. Oui. Et on a marqué les 100 ans cette année, et les 100 ans, la fin de la pitoune, parce que présentement, il n'y a plus de papetières, ni en Amérique du Nord, qui s'alimentent à travers du bois de 4 pieds. Ils vont s'alimenter aujourd'hui avec des résidus de copeaux, des scieries et d'autres formes de pâte. Mais on n'a un petit peu encore de pâte feuillue, mais principalement, là, c'est disparu. Là, on a mis fin à ça cette année. Là. OK. Donc, la pitoune n'existe plus. C'est ça. Mais c'est grâce à ça que le plan conjoint 62, parce qu'en 62, il y avait à peu près 13 papetières qui achetaient du bois. C'était difficile. Puis ils achetaient du bois sur le bord du chemin, puis je vais te donner tant. Puis au rendu au moulin, ils en donnaient à moitié. Tout ça. Fait que les producteurs étaient tannés de se faire avoir. Ils se sont organisés en mise en marché collective. Puis là, il naquit l'association
associations à travers le plan conjoint. Ça a été notre première fonction au niveau de la représentation des propriétaires, de négocier, d'aider la mise en marché, d'ordonner la mise en marché du bois. On négociait avec les tapetières, on organisait le transport, on organisait toute la qualité du produit aussi en fonction des tapetières. Et pendant de 62 aller à cette année, on faisait que ça. À partir de 80, oui, excusez. Oui, non, bien c'est ça. Ben, c'est parce que ça me fascine parce que là, on a dit, s'il n'y a plus de pitounes, on le vend où, le bois du Québec? Hein? Vous le vendez où? Puis on sait aussi, là, tu sais, que, je veux dire, il y a quand même un climat protectionniste aux États-Unis, là, donc au niveau des fabricants, portes, fenêtres, whatever, c'est sûr qu'on exporte moins. Donc là, y a une difficulté en ce moment, là, à mettre en marché le bois, là? Oui et non. Je répondrais oui parce que c'est la forêt privée, on a toujours le même problème de prendre la place dans le marché parce que toutes les scieries du territoire, on approvisionne à peu près 30 des scieries. Le reste, c'est la forêt publique. Ça veut dire que de prendre notre place contre la grande forêt publique, c'est plus difficile. Faut se battre. Par contre, non, parce que on a au niveau économique, on a beaucoup de moulins à scie privés ici, des scieries. Je ne veux pas les nommer pour ne pas dire les vrais, mais on est quand même la place au Québec où il y a une plus grande densité de moulins à scie qui se fait. Il y en a partout. Il y en a en Estrie, il y en a en Beauce, il y en a un petit peu vers la Côte-du-Sud. Tout le long des frontières américaines, on a une bonne facilité à livrer notre bois, puis ça s'est converti en boîtiage. Puis là, j'aimerais ça que tu me fasses la différence entre la forêt publique et la forêt privée, parce qu'on en parle, là, puis il y a une différence importante. Oui, bien la forêt privée, c'est la forêt qui appartient à un particulier. Ça veut dire qu'on achète, on paye nos taxes, puis on est propriétaire d'un grand terrain, d'un vaste terrain. Sur lequel poussent des arbres. Et toute la Beauce, c'est principalement que ça. Okay. Chaque arbre dans la Beauce, quand vous regardez le paysage, là, dites-vous qu'il appartient à quelqu'un. Alors, est-ce qu'on parle de tu parles de la Beauce, mais on parle quoi, du sud du Québec, le sud du Québec, du fleuve Saint-Laurent, c'est principalement de la... Parce que quand on monte au nord, là, on va avoir... c'est plus de la forêt publique. De la forêt publique. Si on regarde le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Haute-Mauricie, tout ça, c'est plus le nord, c'est de la forêt d'État, qui est gérée par le ministère des Forêts. Et c'est des plus grandes coupes, des coupes un petit peu plus industrielles, mais des coupes quand même relativement durables aussi, là, qui respectent. Ça a changé beaucoup, la forêt. Oui, on n'est plus au temps de l'erreur boréale où on parlait des coupes à blanc. Là, ça, c'est complètement dépassé. On n'est plus à ce temps-là. Pas du tout. Mais c'est sûr que des images, même chez nous, quand tu as fait un chantier, bien, le temps que la forêt se replace, que les petits arbres reprennent leurs feuilles, puis que les débris de bois meurent et rentrent dans le sol, bien, il y a tout le temps 4-5 ans où c'est moins beau aux yeux de certains. Mais quand on revient 5 ans après d'une coupe, peu importe l'aménagement qu'on a fait, c'est merveilleux parce que les arbres qui ont resté, ils ont pris d'expansion, ils ont fait des branches, ils sont plus en santé, puis ils repoussent toutes sortes de choses au sol différentes, là, c'est beau. Mais le lendemain d'une coupe qui essaye en forêt privée, forêt publique, c'est toujours plus... magané, comme on dit. C'est un petit peu plus magané. Oui. Mais là, quand on fait une coupe aujourd'hui, on fait des coupes sélectives, on fait une coupe, on va aller chercher les arbres qui sont matures, puis on va laisser ceux qui sont bien implantés profiter. Parce que, tu sais, l'aménagement de la forêt, c'est un travail quand même, tu sais, je veux dire... Bien, il y a le volet mise en marché, mais il y a le volet aménagement aussi, tu sais, qui vient avant. On a parlé de mise en marché avant de parler d'aménagement. Mais c'est ça. Mais comme je disais tantôt, dans l'organisation, on a le volet aménagement où ce qu'on fait, qu'on est le représentant on est accrédité par les agences, où on a des budgets, où on va aider les producteurs à faire de l'aménagement. Mais la forêt, en fait, ça part de préparer le terrain, de mettre un arbre en terre, aller jusqu'à la récolte 40, 50, 60 ans plus tard. C'est une génération. Mais tout ça, entre-temps, un coup qu'on l'a mis en terre, c'est comme un grand jardin. Des fois, on les met plus serrés, puis 15 ans, 20 ans après, on est obligé d'en enlever 1 sur 3 pour permettre aux meilleurs sujets de faire un plus bel arbre, puis pour arriver à une récolte finale ou des récoltes quand le bois est mature, parce que tout dépendant des essences, tu sais, un érable peut vivre 300 ans. Ah oui. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup d'érablières de matures, parce que la vie, c'est à peu près 300 ans.
Mais un sapin, dépassé 40, 50, 60 ans, si on ne le bûche pas, si on ne le récolte pas, il va tomber à terre, puis il va se gaspiller, puis on aura perdu cette valeur-là qu'on aurait eue. Puis tu parlais tout à l'heure aussi de carbone, là, Oui. qui était que l'arbre emmagasine du carbone pendant toute sa vie. Mm-hmm. Donc, je veux que tu me l'expliques, là, le fait de couper l'arbre à maturité a des bienfaits, dans le fond, pour l'environnement. Bien, tu sais, on a souvent entendu parler que la forêt, c'était les poumons de la terre. Tout ça, une des fonctions écologiques d'un arbre, c'est justement d'emmagasiner du carbone, de purifier l'air. Et il emmagasine du carbone tout le long de sa croissance, il emmagasine du carbone dans l'arbre. Au moment, si l'arbre décède, s'il meurt, puis il tombe à terre, bien, tranquillement, pas vite, il va relibérer le carbone dans la nature. Qui ont emmagasiné autour de, si on parle d'un érable, pendant 300 ans. Oui, il va libérer, il va pourrir en pourrissant. C'est sûr qu'il va avoir un volet écologique qui va nourrir le sol, mais la majeure partie du tronc, ça va prendre des années avant que c'est complètement pourri, mais il va libérer son carbone. Tandis que si on le récolte à maturité, bien, on va séquestrer du carbone. Ça veut dire que tout ce qu'il a fait... Il ne sort plus du bois. Il ne sort plus du bois. On peut laisser des branches pour le sol, pour l'activité du sol, pour que ça continue à vivre. Et aussi, bien, ça permet de faire des belles tables. J'en vois, il y a plein de meubles ici. C'est juste du bois, Partout, il y a du bois. Ça fait qu'on peut faire ça. Puis aussi, l'activité économique qui devient de plus en plus importante, qui parle aux jeunes, c'est qu'il y a de plus en plus de chimie verte qui se fait. La chimie verte, on peut faire de l'éthanol, on peut faire plein de sous-produits, des granules, qui fait à partir des arbres, on a fait du papier qui était de la chimie verte dans le temps, mais aujourd'hui, le papier, avec l'électronique, tout ça, on en consomme un petit peu moins. Oui. En tout cas, du moins en Amérique. Il y a d'autres pays émergents qui en consomment, mais nous autres en Amérique, là, présentement, la grosse consommation, là, c'est les Amazones de ce monde avec l'emballage. Eux autres, ils en consomment parce que quand vous recevez vous recevez des paquets par Puro, ben, peu importe, ils sont emballés en carton, puis ça vient tout des arbres. Oui, c'est sûr. C'est ça. Alors, là, au niveau de l'organisation, moi, j'ai le rapport annuel ici. On dit que c'est une année qui marquera l'histoire. Pourquoi? Oui. Parce que c'est une année de récolte, une année de récolte, une année d'activité économique importante. Vu que c'est la forêt privée, on n'a pas une obligation, puis tantôt, on se le mentionnait avant l'entrevue, mais la plupart des producteurs, il y a seulement 1 % qui vivent seulement de la forêt privée. Oui, c'est ça. Toi, tu ne fais pas juste ça, récolter des arbres et regarder des arbres pousser. Là. Non, c'est ça. C'est ça. On a notre job, puis c'est 99 % des gens qui ont ça. Des fois, ça va servir à prendre une retraite 4-5 ans plus tôt pour être capable d'aller jouer dans la forêt, mais principalement, c'est une activité de second ordre, de deuxième activité. Et quand les gens qui mettent du bois en marché, bien, ça a quand même une activité économique importante. Bien, c'est 36 millions. La valeur économique de la forêt, c'est 36 millions qu'on met en marché. Là. Oh, quand même! 36 millions, c'est l'activité de transformation du bois, c'est la deuxième activité économique d'importance dans l'économie. Au Québec. Oui. On ne parle pas juste de la Beauce, là. C'est ça. OK, oui. Et puis, on dit aussi qu'il y a des dossiers difficiles dans le rapport annuel. Bien, puis, bon, je ne veux pas rentrer dans tous les dossiers on ne rentrera pas dans la politique, mais il y a quand même on a un volet social important. Les gens veulent qu'on protège les milieux humides, ils veulent qu'on protège la faune, ils veulent qu'on protège le paysage, et ça, c'est tout. Ils s'adressent tous, ils ne s'adressent pas à l'État. Ils demandent à l'État de faire ça, mais les gens autour, ils veulent tout ça, mais ça appartient tout à quelqu'un, ça fait qu'on a une responsabilité sociale. Et c'est ça les enjeux, parce qu'il faut négocier avec les gouvernements, il faut négocier avec la population pour dire, oui, on est tous prêts à protéger les milieux humides, mais aidez-nous, parce que moi, si j'ai la moitié de mon lot qui est en milieu humide, que vous voulez le protéger, que je ne peux plus récolter, hein, bien, aidez-moi quelqu'un, parce que je peux bien le protéger, mais si je paye 100 % des taxes, je ne peux plus aller récolter du bois parce qu'il faut que c'est un milieu protégé. C'est pas juste à moi à subvenir aux besoins de la population. L'État, il faut qu'il en prenne. Fait que j'imagine que, comme association, vous faites aussi beaucoup de représentation. Oui, principalement, le président, c'est ce qu'il fait avec c'est vrai? On rencontre les politiques. C'est toi le président. Oui, là. c'est ça. Donc, les élus municipaux, mise en place de plans de développement de la zone agricole, comité du bassin versant de la Chaudière. On siège pour faire... C'est le deuxième job, hein? Bien, c'est un deuxième passe-temps, je vous dirais,
parce que c'est pas un travail. Le président, c'est une organisation à but non lucratif. Le président n'obtient pas un salaire là-dedans. On fait payer nos dépenses, mais c'est une passion d'aller là. On ne fait pas ça pour aller chercher un deuxième salaire, là. Par contre, c'est important d'aller le faire au nom des propriétaires, parce que si on ne le fait pas, il n'y a personne qui va le faire à notre place, puis on va passer à côté. Ça fait on a beaucoup de gains qui ont été faits, des gains pour l'ensemble de la société quand même, là, qui ont été faits là-dedans. Puis quand on parlait tantôt de PDZA, oui. On siège au niveau des maires, des municipalités, pour le faire réaliser qu'il y a une activité économique importante. Laissez-le pas de côté, mettez pas des barrières, toutes les réglementations des arbres, tout ça, il faut que vous nous aidez, il faut qu'on s'aide à travailler ensemble. Regarde, il y a quelque chose que j'ai lu dans le rapport annuel, si tu permets, je vais en faire la lecture. Les terres que nous possédons sont de plus en plus visées par différents groupes d'intérêts. Ces derniers voudraient qu'on assume une part plus importante de l'assiette fiscale des municipalités, qu'on augmente les livraisons aux usines, qu'on protège les cours d'eau, les milieux humides et les habitats fauniques, préservation des paysages aussi, etc. D'autres remettent même en question le droit fondamental des propriétaires de se regrouper pour défendre leurs intérêts. Peu importe la raison, la forêt privée est de plus en plus sollicitée et plusieurs semblent croire qu'on a les poches creuses. Mm-hmm. Il y a des défis importants. Ça, c'est l'éditorial du président, mais ça résume en gros puis, comme je l'ai dit, on ne veut pas faire un enjeu politique, là, mais ça résume en gros les enjeux qu'on a au niveau politique. Tu sais, tout le monde veut avoir le paysage. Vienne en Beauce, c'est merveilleux, c'est super. Puis là, la Grande Beauce élargie, là, toute Chaudière-Appalaches, on peut dire, là, c'est très beau là, comme paysage. Oui. On veut le préserver. Nous autres aussi, on veut le préserver. Mais couper un arbre, ça ne veut pas dire qu'on les mosaïques de culture, de récolte, c'est merveilleux. Là. On veut garder ça. Oui. Mais c'est parce que quand on a une forêt puis qu'on s'en occupe pas, puis que ça fait du bois sale, dans le fond, c'est une forêt qui périclite un peu, à la limite, là. Bien, c'est pareil comme si tu fais un jardin... Les arbres vont mourir plus jeunes, j'imagine? Bien, ils vont mourir plus jeunes, ils vont se compétitionner et à mon repos. Par contre, on fait l'exemple d'un jardin. Vous faites un jardin chez vous, puis là, vous êtes tout encouragé au printemps. Vous dites, bon, on va essayer de préparer la terre, on met les graines là, puis on va revenir à l'automne, essayer de récolter, ça va être passé. Bien, probablement, les mauvaises herbes vont avoir pris le dessus. On s'en est pas occupé, Les carottes vont tout être tordues un sur l'autre, ils n'auront pas poussé à pleine expansion parce qu'on n'aura pas enlevé. On n'aura pas élagué. Ça fait que c'est la même affaire d'une forêt, mais à une dimension d'une vie. Ça fait que c'est vraiment ça. Ça fait que si on le laisse aller tout seul, elle va s'autoréguler, la forêt. Il y a des arbres qui vont mourir, mais on n'a tiré aucune activité économique. Je vous l'ai dit tantôt, c'est 36 millions. Oui. On regarde la forêt, c'est 36 millions. Puis ça, c'est juste l'activité du bouchement. Alors, regardez autour de toutes les municipalités, là, on parlait des taxes foncières. On paye toutes des taxes foncières assez importantes aux municipalités qui permettent de conserver des services des municipalités. Les organisations comme la nôtre qui engagent une vingtaine de personnes, qui essaient des groupements, toutes les affaires, c'est beaucoup de contracteurs aussi, de personnes qui travaillent en forêt. Tous les équipements scie à chaîne, qui vendent des scies à chaîne, des petits tracteurs, des VTT, des chargeuses, ils vivent tous aux dépens de la forêt privée. Regardez dans tous vos villages, là, tous les vendeurs de VTT, tout ça, c'est principalement la forêt privée qui les fait virer. Ne serait-ce que le marché, quand même, en région ici, important, du bois de chauffage. Là. Oui, puis le bois de chauffage, c'est comme... ça fait même pas partie du plan conjoint, le bois de chauffage, mais c'est une activité économique importante, dans la familiale. région ici, c'est quand même assez important. Tu sais, c'est sûr que, je veux dire, on est en campagne un peu plus, là. On a encore pas mal de gens qui chauffent au bois, là, tu sais. Puis c'est l'activité familiale la plus importante dans la forêt privée. Là. Ceux qui ont une terre et qui ne font pas de récolte de sapins et pinettes, assurément, ils vont chercher du bois de chauffage à toutes les années. Qui s'asseyent pour le foyer ou bien complètement chauffer la maison. Puis là, bien, c'est la maison personnelle. S'ils ont des enfants, bien, c'est la maison d'un puis de l'autre. S'ils ont des beaux-frères, belles-sœurs, la famille élargie. Fait que c'est le party les fins de semaine pour aller faire du bois de chauffage pour la famille. Et c'est une des activités économiques les plus importantes. Oui. Là, tu sais, on parle d'aller faire du bois de chauffage pour ton gars, pour ta fille, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire de la relève? Parce que on se le disait avant d'enregistrer, là, dans le temps qu'on était un peu plus jeune, c'est important, là. Un gars là, qui partait, moi, j'avais pas cette envie-là. Là. Peut-être que c'est parce que je viens de la ville, mais mon chum, lui, disait, bon, ben là, moi, je vais avoir une terre à bois plus tard. Puis c'était quelque chose d'important d'aller
d'aller jouer dans notre boisé avec une chainsaw, là, d'aller faire du ménage, de couper le bois mort, d'élaguer, puis... Mais je veux dire, c'est quand même... on est tellement... nos jeunes sont tellement dans l'immédiat, alors que quand on parle d'une forêt, c'est justement de tranquillement... C'est lent, hein, le travail d'un sylviculteur. Est-ce qu'on a des jeunes qui s'intéressent à cette production-là? Oui. La relève, dans le fond, c'est quoi? Oui, on a quelques-uns. Moins qu'avant, c'est moins une passion de façon générationnelle. Je vous l'ai dit tantôt, à 20 ans, on était en usine, puis tout le monde voulait sa terre à bois. Puis on se les arrachait. Aujourd'hui, c'est différent. Les gens vont... c'est moins accessible qu'avant. La force des lots, les prix ont doublé, triplé, quadruplé à certains endroits, surtout en Estrie, en Beauce aussi, on y échappe pas. Ça commence à être pas mal. Et si nos valeurs de l'eau doublent, ben, nos taxes foncières pour les supporter, tu sais, moi, je me rappelle, puis je donne un exemple personnel, quand j'ai acheté mon lot en 1994, j'avais un petit peu plus que 20 ans, les taxes foncières étaient 300 pièces par année. Puis aujourd'hui, ils sont 300 $. Puis le prix du bois, une vanne de bois, il y a 20 ans, puis aujourd'hui, ça a tout le temps tourné autour de 2005, 2000, entre 2 et 3 000 pièces. Mais les taxes foncières, eux autres, ont augmenté. C'est ça. Ça fait que si ça te prenait avec un voyage de bois, tu payais 300 pièces de taxes, c'est une affaire. Aujourd'hui, nos taxes, c'est souvent 1500, 2000 pièces et plus. Ça fait que la première vanne de bois, ça suffit juste à payer. Puis ça, c'est du bois brut, là. C'est pas le bois net. On a des dépenses pour aller la faire la bois. Ça suffit même pas à payer Ça fait que ça a changé beaucoup et ça l'oblige maintenant que si tu n'as pas les moyens financiers de dire c'est une dépense puis je l'assume, c'est pas grave, dans mon placement, les taxes foncières, puis que tu ne veux pas récolter, bien, ça devient plus lourd qu'avant. Avant, 300 pièces ou 600 pièces, c'était pas si lourd que ça d'une année pour avoir une terre à bois. Et quand c'est rendu à 2500, 3000 pièces, bien là, tu dis, il faut que je fasse de quoi avec ça. Fait que les jeunes sont moins portés à aller s'acheter. Puis sont aussi, c'est pas les mêmes gens. Avant ça, c'était beaucoup des gens d'usine avec moins de scolarité. Puis je veux pas dénigrer la scolarité. Non, mais c'était des gens qui étaient peut-être un peu plus manuel et proche de la nature. Là, c'est ça. Alors qu'aujourd'hui, on ne coupe pas un arbre avec un iPhone. Hein? C'est ça. Puis c'est des professionnels qui achètent les lots parce qu'ils ont des meilleures conditions de travail, puis c'est un levier financier qu'ils vont s'acheter. Mais eux autres, ils vont pas. La fin de semaine, là, ils vont aller prendre une marche, mais ils n'emmènent pas assez à la chaîne. OK. Ça fait que c'est différent. Ça fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de contracteurs, il y a beaucoup plus de mécanisation forestière. Moi, je te dis, l'été, là, d'habitude, quand je veux savoir où est mon chum, là, je vais dehors, je dis, la chainsaw est dans ce coin-là, il doit être dans ce coin-là. Oui. C'est une activité, je ne sais pas pourquoi, qui est très satisfaisante de prendre sa chainsaw puis d'aller faire du ménage dans le bois. À un moment donné, il faudrait que vous m'expliquiez ça. Moi, je comprends pas. mais on est tous pareils. Hein. Pour moi, aller dans le bois, c'est jamais un travail. C'est toujours une vacance. Je vais aller décompresser après l'ouvrage. J'arrive à des journées de congé. Je suis là, c'est un relaxant. C'est aussi le fun que d'aller jouer une game de hockey ou d'aller... C'est vraiment différent. On y va pas jamais. En tout cas, je parle pour moi, mais je parle pour l'ensemble des propriétaires. On ne part pas dans le bois pour aller dire, maintenant, je vais aller compléter mon salaire, je vais aller me faire une paye. On dit, je vais aménager. Puis tant mieux, si les enfants suivent, ils viennent, ils apprennent, puis ils amènent d'autres idées. Là. Puis c'est ça qu'on disait aussi tout à l'heure, il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont aussi producteurs forestiers. Donc, le producteur forestier a souvent plusieurs chapeaux. Ne serait-ce que l'acériculteur, qui est aussi un sylviculteur, parce qu'il faut qu'il aménage son érablière. Mais oui. Donc, c'est tout un monde. Merci beaucoup, Éric. Producteur forestier, de ta patience, de ta dédication pour la forêt québécoise. Ça a été vraiment très intéressant d'avoir le point de vue des producteurs de bois, les gars de bois du Québec. Un grand merci de ta présence parmi nous. Merci. Là-dessus, mesdames et messieurs, on se retrouvera la semaine prochaine pour une dernière émission de Zoom Appalaches.